à tous! Quel plaisir de vous retrouver! Ça fait plaisir, j'ai l'impression que c'était hier. Pourtant, ça fait pratiquement un an. Un an qu'on est allé à votre rencontre dans pratiquement une vingtaine de villes avant de revenir ici, aujourd'hui. Et puis pas seul, hein. Pas seul. Aujourd'hui, on est une centaine. Une centaine de collaborateurs, de speakers, d'experts, de consultants. Et on a tous hâte d'une chose. Une chose. Échanger avec vous. Parce qu'à chaque fois qu'on échange, ce sont des feedbacks, des idées qui nous permettent d'améliorer nos services et de continuer à innover. Alors, avec Sophie Lavergne, qui me rejoindra tout à l'heure sur scène, en préparant cette édition, on se disait, bon, quand même, on le dit pas. Bon, je le dis quand même, tant pis. J'ai toujours rêvé de le dire au moins une fois dans ma vie, alors, comme on est entre nous, je suis la première partie. Parce que la véritable tête d'affiche arrivera dans une petite heure. Elle a énormément de choses à vous dire. Et je pense que vous pouvez faire dès maintenant préchauffer vos tweets. Il va y avoir de la matière. Mais nous aussi, on a beaucoup de choses à vous dire avant. À commencer par le commencement finalement. Renaissance. Renaissance. Avec un S, comme vous aurez pu le remarquer. Alors pourquoi ? Eh bien parce que quand on a préparé cette journée, on a pensé à 3 renaissances. La première, la Renaissance italienne. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, non, ce n'est pas la peine de prendre des notes. Non, on va faire quelque chose de relativement simple, juste se concentrer sur cette période et se dire qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire à cette période. Finalement, d'abord, une énorme liberté. La liberté d'exercer son art. C'était quelque chose de très important à cette époque-là. Le point le plus marquant après, évidemment, c'est l'innovation. Une incroyable période d'innovation technique, technologique, mais pas seulement. C'est bien plus que ça. À cette époque, il y a eu aussi un souhait de mélanger les différents arts, les différentes techniques. Il y a eu aussi une volonté de chercher dans les racines, mélanger l'ancien et le nouveau pour créer des nouvelles choses. Et puis, c'est également de nouvelles idées. Ce sont de nouvelles formes de pensée, une remise en question permanente, un nouvel ordre mondial, et puis une incroyable diffusion des savoirs. Bref, la Renaissance, c'est un incroyable bouillon de culture. Et aujourd'hui, où en sommes-nous ? Eh bien, on a des nouveaux marchés. On a une incroyable créativité et un mélange également des technologies, des usages. On voit apparaître de nouvelles générations d'utilisateurs. Les générations sont de plus en plus courtes. Je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, mais une génération, avant, c'était 20 ans. Maintenant, entre une génération de développeurs et une nouvelle, c'est 3 ans. Les autres sont déjà has-been. Ça va de plus en plus vite. Face à cela, une transmission des savoirs, comme jamais. Mais aussi, bien sûr, on a des technologies, une explosion de technologies à notre portée, qui sont déjà disponibles. Mais ces technologies, aujourd'hui, elles sont interconnectées entre elles. Ce qui est important, c'est que ces technologies, elles sont accessibles à chacun. N'importe qui, de chez lui, avec un ordinateur, est capable de développer une entreprise qui peut révolutionner le monde. C'était déjà le cas il y a quelques années, le fameux concept du garage, mais aujourd'hui c'est encore vrai, c'est encore possible. Et puis le dernier point, eh bien, cette innovation, elles sont diffusées mondialement, en quelques secondes. Alors, quand je regarde ces 7 points, eh bien avec ces 7 points, on peut se dire 2 choses. La première, c'est que tous les jours, on est davantage surpris. On est surpris par la créativité et l'innovation dans les startups, de choses qu'on peut voir qui sont extraordinaires. Et en plus, ce qu'on vit là, en ce moment, c'est bien plus que les révolutions industrielles, que tout ce qu'on a déjà pu connaître. Non,
c'est plus que de la technologie. Nous sommes entrés dans une seconde période de renaissance. Peut-être parmi vous, il y a des sceptiques, alors j'ai prévu 2-3 exemples. Prenons un premier exemple, tiens. Si je vous parle de mobilité, si je vous parle de banque en ligne ou de services mobiles, quelle est la première nation au monde aujourd'hui en matière d'innovation, qui aujourd'hui d'ailleurs s'exporte dans d'autres continents? Des idées? Eh bien, c'est le Kenya. Aujourd'hui, le Kenya est en train de prendre le marché indien de la mobilité avec des innovations en termes de banque en ligne qui dépassent tout ce qu'on a pu faire en Europe et en Amérique du Nord. Première leçon, quand on part de rien, on va parfois beaucoup plus vite que quand on a un passif. Ce qui est formidable avec ces nouvelles technologies, c'est qu'elles sont tellement simples à prendre en main. En quelques heures, on arrive facilement au premier résultat. Eh bien, aujourd'hui, ces pays, les nouveaux pays, travaillent entre eux avec un enthousiasme incroyable et combinent ces solutions pour proposer eh bien, de l'innovation. Un autre exemple. Je vous parlais tout à l'heure de la Renaissance. Et à la Renaissance, il y a quelque chose de caractéristique. On creusait pour aller rechercher des anciens savoirs et on les mélangeait aux savoirs modernes, enfin, de l'époque. Eh bien, aujourd'hui, ça se poursuit. Il y a un objet que vous connaissez tous, qui allait fêter tranquillement dans quelques mois son 200e anniversaire. 200 ans sans jamais avoir évolué. Jusqu'à il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, le stéthoscope est devenu un objet connecté. Grâce à cette nouvelle technologie, cet objet augmenté va pouvoir transmettre toutes les données d'examen du patient immédiatement vers le système d'information. Tout le monde voit immédiatement les applications, mais cet objet, qui aurait pu tranquillement continuer sa vie, a été bouleversé, ses usagers vont l'être, et ça va changer le cours des choses. Un autre exemple. Je parlais de Renaissance tout à l'heure. Au niveau de la Renaissance, un point qui était très important, c'était le mélange des genres et des arts. Vous savez très bien qu'à la Renaissance, on mélangeait la peinture, la sculpture, on discutait architecture, on discutait également mécanique. Toutes ces sciences étaient mélangées pour innover et faire émerger de nouvelles idées. Ça continue. En tout cas, ça a repris. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors, certains d'entre vous diront spontanément, ça ressemble à un réseau neuronal. D'autres vont dire, ouh là là, non, c'est plutôt un réseau de transport. D'autres ont peut-être d'autres idées. En fait, il s'agit d'un mélange de 2 choses. Le premier, le big data. Mégadonnées, nous sommes en France. La deuxième chose, eh bien, il s'agit en fait d'un art, en tout cas moi que je considère comme un art majeur, parce que j'adore ça, c'est la cuisine. Qu'est-ce que le big data vient faire dans la cuisine, à votre avis? Eh bien, ce que vous voyez derrière moi, c'est une cartographie complète des saveurs. Chaque point est un aliment. Chaque liaison entre ces 2 points correspond à l'intensité gustative de la relation entre ces 2 aliments. Plus le lien est épais, plus ça a de goût, et plus c'est harmonieux. Et là, les gens me disent, à quoi ça sert? C'est vrai, ça, à quoi ça sert? Eh bien, dans quelques mois, ce système va être capable de générer de manière aléatoire des recettes qui sont totalement inédites et parfaitement harmonieuses au goût. Mélange de 2 arts, de la technologie et d'un art ancestral. Toutes ces choses font que, oui, voilà 3 exemples qui continuent d'illustrer qu'on est sur quelque chose qui dépasse simplement une technologie. On va revisiter des métiers existants, on va revisiter des industries complètes. C'est un véritable bouleversement. Je vous ai parlé tout à l'heure de 3 renaissances. La dernière renaissance dont je n'ai pas encore parlé, c'est celle que nous,
OVH, on aimerait bâtir avec vous tous, vous nos clients, quelque chose de plus pragmatique, mais quelque chose qui s'inscrit dans le temps, dans la durée. Et ça commence aujourd'hui, avec vous. Alors évidemment, comment on va s'y prendre? Comment on va faire pour prendre en main toutes ces choses? La première, on va tous essayer de ne pas se laisser contaminer par l'euphorie ambiante. Parce qu'ici en Europe, quand on réfléchit un peu à l'état d'esprit, par moment on a quelques doutes. On était il y a 15 jours aux États-Unis, on y sera à nouveau dans 15 jours, je peux vous dire que là-bas, de l'enthousiasme, il y en a. Alors tous ensemble dans cette salle, on va faire un petit exercice, levez les mains, comme ça, serrez les poings. Waouh, il y a du monde. Wow. Alors, pendant 3 secondes, vous allez vous concentrer sur des pensées positives et sur tout ce que vous allez lancer dans les 3 mois à venir. Et de toutes les magnifiques opportunités, allez, on essaye. 1, 2, 3, hop! Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ok, on est dans l'état d'esprit. Blague à part, c'est vrai que, oui, c'est pas facile tous les jours ici. Mais il y a un moyen de ne pas rester figé, concentré sur ce que l'on vit. Stéphane Hessel disait « Créer, c'est résister, et résister, c'est créer ». Alors, venant de la part d'un ancien résistant et qui a travaillé à la Déclaration des droits de l'homme, il y a forcément une première vision de voir les choses. Mais c'était aussi quelqu'un qui avait des visions puissantes en matière d'économie. Et une des premières façons de voir cette citation, c'est quoi? La première façon de voir cette citation, c'est de se dire que oui, je peux me concentrer sur ce qui est mon problème d'aujourd'hui. Mais la seule manière de passer au-dessus, c'est de me concentrer à créer quelque chose de nouveau. Donc, l'innovation. Ce qui est intéressant aussi dans cette phrase, c'est le corollaire. Vous avez souvent, trop souvent, entendu parler de la résistance au changement. La résistance au changement, qui n'en a pas eu dans son entreprise ou dans différentes administrations ou que sais-je. Eh bien, si on comprend cette phrase, on se dit que la résistance au changement, elle n'existe pas. Résister au changement, c'est mourir. Pourquoi? Parce que la seule et unique façon de résister à une menace, un concurrent, quelqu'un qui arrive sur un nouveau marché ou qui vient perturber votre activité, c'est d'être plus créatif et plus vite que lui. Il faut être en mouvement. Tiens, parlons d'un secteur que peut-être certains dans la salle vous connaissez bien, le secteur du logiciel. Non, le secteur du logiciel n'est pas mort. Enfin, pas encore. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que oui, aujourd'hui, il faut être conscient qu'il est entre 3 et 4 fois plus rapide de développer un nouveau logiciel de zéro dans le SaaS que de devoir gérer un passif, des clients, du versionning, des kilomètres de code spécifique, tels que l'édition de logiciels traditionnelle a pu le faire jusqu'à présent. Alors oui, aujourd'hui, une booming startup peut débarquer dans votre business et en quelques mois prendre le contrôle complet. On a vu des entreprises, software, se créer et complètement renverser des éditeurs présents depuis 10 ans sur le secteur. Qu'est-ce que je peux faire si aujourd'hui, dans cette salle, je suis éditeur de logiciels et que je n'ai pas encore pleinement pris en compte cette réalité? La première, c'est de me dire où se trouve la valeur ajoutée dans mon entreprise. Elle ne se trouve pas dans les milliers de lignes de code que j'ai codées depuis 10 ans, dans un langage qui de toute façon est déjà obsolète. Non, elle ne se trouve pas non plus dans mon parc client qui, en quelques mois, compte tenu des contraintes économiques, va trouver beaucoup plus intéressant de payer à l'heure. Non, la valeur ajoutée de mon entreprise, si je suis un éditeur de logiciels, elle se trouve dans la connaissance de mes clients. Elle se trouve dans la connaissance des processus métiers. Et avec un peu de chance, cette connaissance n'est pas uniquement dans le logiciel, elle se trouve peut-être dans les têtes de vos meilleurs employés, elle se trouve peut-être aussi centralisée quelque part. Eh bien, cette même connaissance, c'est votre trésor de guerre, c'est ce qui fait votre avance. Vous connaissez vos clients, vous connaissez leurs besoins.
Ce qui vous manque, c'est de se dire « oui, je dois basculer, je dois évoluer ». Et la question qui est derrière tout cela, c'est « serez-vous capable d'être vous-même la booming startup qui va révolutionner votre marché ?» Il y a quelques années, 2-3 ans, je lisais un article dans une publication du MIT, avec une image qui m'a vraiment frappé, et il y avait un texte en dessous, alors je vous le partage aujourd'hui. La citation, c'était « When you created the box, you remain stuck in the box ». Alors, traduit en français, c'est super parce que box, c'est un double sens, mais boîte chez nous, ça dit énormément de choses. Quand vous avez créé la boîte, vous vous êtes souvent enfermé dedans. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une super idée un jour de business et je l'ai construit. J'ai mis en place toute mon équipe, mon entreprise, j'ai eu des clients, j'ai ajouté de la qualité, de l'optimisation, de l'amélioration de process. J'ai également ajouté toutes sortes de choses pour optimiser mon code, faire de la qualité totale et tout à coup, je me suis enfermé dans une vision, celle que j'avais au départ. Et très souvent, c'est le moment où l'entreprise dit « il me faudrait des nouveaux talents » ou des personnes qui viennent de l'extérieur pour apporter autre chose. Pourquoi ? Parce que c'est le moment précis, là, aujourd'hui où nous sommes, où il faut se poser une question « comment je peux prendre du recul sur mon business, sur mon entreprise, sur ma société, de manière à pouvoir me dire « je sais comment penser différemment ce que j'ai pensé un jour ». Ceux qui parmi vous ont fait un jour de la gestion de crise savent que très souvent c'est difficile de confier à la personne qui a conduit à la crise le changement qui est à l'intérieur. Et pourtant c'est possible. Et c'est nécessaire. Parce que si vous ne le faites pas, à l'heure où je vous parle, d'autres sont déjà en train d'analyser votre business. Et ne vous inquiétez pas qu'avec les technologies actuelles, ils vont le prendre. Et ils vont le prendre très vite. Est-ce que vous pensez que certains univers complets pourraient basculer ou trembler des genoux? Je ne sais pas, c'est comme si une télé américaine sur Internet arrivait en Europe et que tout le monde est affolé. Non, ce n'est pas possible. Alors, une enquête cette année a été faite, elle a été publiée dans le Harvard Business Review, et elle posait la question suivante à 500 dirigeants de petites entreprises et d'entreprises de taille moyenne. Et cette question était la suivante. D'après vous, alors c'est des entreprises qui marchent très très bien, et qui sont à mon avis très lucides. D'après vous, d'où va venir la concurrence la plus féroce pour mon business, mon activité, mes services dans les 3 années à venir? D'où va venir la concurrence la plus féroce? Et la réponse est éloquente. 60%. 60% des entreprises interrogées ont répondu « La concurrence la plus féroce va venir d'un business totalement différent du mien. » D'un business totalement différent du mien. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, c'est comme si le big data révolutionnait la cuisine, quoi. Il faut se préparer à cela. C'est un véritable changement, c'est un changement de pensée. Et ça veut dire une chose, c'est qu'on doit regarder plus loin. Une étude de concurrence aujourd'hui, c'est surtout une étude de tous les marchés qui pourraient avoir un trait ou un lien même très lointain avec le mien, mais qui pourrait complètement changer la donne. Alors, aujourd'hui, on va tous tenter de passer de notre mode réactif à un mode créatif. J'adore cette slide, issue de TED sur Paris l'année dernière. Alors, comment passer de la réaction à la création, ensemble? Comment être capable de mettre en place ces nouvelles approches? Comment utiliser au mieux les technologies qui existent déjà? Comment faire en sorte que tous ensemble, ici, nous construisions quelque chose de nouveau, rapidement et d'efficace? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Bienvenue à l'OVH Summit! Alors vous savez, notre ADN à nous, c'est l'innovation, la créativité. On adore écouter vos feedbacks. Ça vient de là, c'est en vous écoutant qu'on a plein d'idées. Et bien pour un summit,
c'est pareil que pour un produit, on vous a écouté. Et on s'est dit, cette année, il faut plus de choses. Si on fait un summit identique à l'an dernier, ce n'est pas OVH. Donc il faut quelque chose qui change la donne, qui vous donne envie de revenir. Qui était là l'an dernier? Ah, quand même, hein. Bon, vous avez bien fait de revenir. Il y a beaucoup de choses nouvelles. Dans les 3 tendances de ce summit, le premier, c'est qu'on a souhaité créer quelque chose de plus technique. Vous nous aviez demandé plus de technique, vous allez être servi. Là-haut, il y a près de 120 postes utilisateurs qui vous attendent pour tester les technologies avec des experts pour vous former et faire des labs. Vous nous avez demandé plus d'accessibilité. Oui, tous les clients ne sont pas des geeks technophiles. Il y a aussi des personnes qui ont envie d'utiliser des technologies qui sont elles aussi simples, faciles à utiliser, et on a cette volonté aujourd'hui de faire des sessions un peu plus abordables pour permettre à chacun de trouver les produits qui lui conviennent. Et puis un troisième axe, vous nous avez dit, waouh, par où je dois aller, quoi. Et c'était vraiment aussi un souhait. On a souhaité mettre en place des sessions un peu plus high level, de manière à ce que vous puissiez, avec nous, réfléchir à vers où on va, c'est quoi l'avenir, comment me projeter dans 2-3 ans, comment réorganiser mon entreprise, comment utiliser toutes ces technologies pour préparer mon business, ma start-up, ou faire exploser mon entreprise actuelle, dans le bon sens du terme. Alors, vous allez voir que cette année, le programme est très riche. On a près d'une 50aine de conférences avec une 50aine de speakers. Il y a beaucoup de choses nouvelles, comme je vous l'ai dit. Alors, par exemple, sur cette même scène, cet après-midi, on a fait un petit partenariat aujourd'hui avec TED, vous connaissez, donc il y aura une session de TED-like, pour ceux qui ont envie de faire travailler leur cerveau, en début d'après-midi. Pour ceux qui le souhaitent, un peu plus tard, pour les plus furieux, il y aura un atelier piloté par Octave Klaba lui-même, sur les réseaux. Accrochez-vous. Il y a aussi, pour d'autres qui le souhaitent, des conférences beaucoup plus métiers. On a souhaité vous accompagner sur des problématiques que vous nous avez remontées. Certains vont nous dire, mais finalement, quel est le métier d'OVH? Pourquoi est-ce qu'il me conseille sur l'optimisation de mon référencement de 3e génération? Pourquoi est-ce qu'on m'explique comment optimiser la gestion de tous mes contenus? Eh bien, c'est le cœur de ce que vous faites au quotidien. C'est aussi pour ça qu'on parlera d'e-business et qu'on parlera d'autres métiers dans ces conférences. Et puis des conférences techniques, j'en ai parlé, donc il y a des labs qui vous permettent de tester tous nos derniers produits. D'ailleurs, vous pourrez repartir avec des cartes, ceux qui ne les ont pas encore, pour tester chez vous. Et puis vous allez aussi retrouver des conférences techniques sur lesquelles on va parler de principes, de choix, de guidage technologique et des exemples. Alors pour ceux qui sont plus développeurs sur les usages d'API de tous les langages, et puis pour les sysadmins également, toute une série de mises en pratique des technologies combinées. Certains disent « Ah oui, ce serait bien un jour, il y aura de l'hybrid cloud ». Ben, aujourd'hui, vous pouvez en 1 heure en monter un à l'étage et vous dire « Oui, ça existe déjà ». Alors, tous ces contenus ont un but, et ça a été le but qui a guidé toute notre année 2014. 2014, on a souhaité, entre autres avec toutes ces rencontres qu'on a eues avec vous, on a souhaité que ce soit l'année du client. L'année dans laquelle on vous propose de nouveaux services, et vous les verrez tout à l'heure, ils sont nombreux. Mais pas seulement. On a aussi souhaité que 2014 soit une année pour accompagner nos clients vers le cloud. Alors, accompagner ne veut pas dire jeter du 15e étage et voir comment ça se passe à l'arrivée. Accompagner, ça veut dire proposer un ensemble de solutions pour progressivement combiner les choses. Si je suis plutôt serveur bare metal, comment faire ma migration progressive? Quel service dans le cloud? Comment combiner les choses? Qu'est-ce que je garde en interne? Qu'est-ce que je mets en externe? Comment je peux panacher tous ces incroyables services pour être capable d'avoir le cloud qui me ressemble? Pas le cloud qu'on m'impose en disant c'est comme ça le cloud. Non. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous restiez libre de construire votre solution. Et 2014 a aussi été une année pour vous, pour nous, vraiment incroyable, où il s'est passé énormément de choses chez OVH. Et pour juste, en l'espace de 2 minutes, se faire une petite idée, je vous propose une courte vidéo. L'année 2014 est pour nous assez particulière. Elle marque un tournant, une transition. Parce que cette année, nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour relever les nouveaux défis auxquels nous faisons face et prendre pleinement notre place de leader. Quels sont ces défis?
Le premier, tout devient numérique. Tout s'accélère à l'échelle planétaire. Cloud, big data, objets connectés. Les besoins en ressources numériques n'ont jamais été aussi forts et ils augmentent de manière exponentielle. Deuxième défi, nous évoluons dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Nous faisons face à des géants américains, à la puissance et aux ressources illimitées. Aujourd'hui, OVH est le numéro 1 de l'hébergement Internet en Europe et le troisième dans le monde. C'est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, avec une croissance à 2 chiffres. Une pépite française du numérique, comme la presse le dit souvent. Pour être à la hauteur de ces nouveaux challenges, pour que la success story continue, nous savons que nous devons nous déployer rapidement. Eh bien, c'est à cela que nous avons travaillé cette année. D'abord en Europe, en conservant et renforçant nos positions de leader, mais évidemment aussi en Amérique du Nord pour accompagner la croissance, préparer l'avenir, anticiper. Concrètement, qu'avons-nous fait? Nous avons renforcé nos équipes dans le monde. Le cap des 800 collaborateurs est franchi. Près de 300 nouveaux collaborateurs nous auront rejoints cette année. 2 tiers en France, 1 tiers à l'international, dans l'ensemble de nos 16 filiales. En juin, OVH est entré dans le classement des 50 entreprises françaises qui recrutent le plus. En parallèle, nous avons consolidé et optimisé nos infrastructures. Tirée par le cloud, la production de nos chaînes d'assemblage en France et au Canada est passée à plus de 300 serveurs par jour. Le réseau, qui s'étend de Tokyo à San Francisco en passant par Francfort et Londres, est totalement redondé et offre une capacité totale de 3 terabits seconde vers l'Internet mondial. Son upgrade était un de nos chantiers prioritaires en 2013. Enfin, côté data center, nous en sommes désormais à 17 en activité, 14 en France sur différents sites et 3 au Canada. Nous nous sommes aussi attachés à intensifier l'innovation, l'ADN même d'OVH. Une nouvelle organisation interne a été mise en place, plus flexible, plus rapide, dans l'esprit du Lean Management. Notre offre cloud public, Run Above, un inédit technologique, en est un des résultats les plus concrets, les plus parlants. Nous renforçons la co-innovation à travers une implication de plus en plus importante dans des programmes de R&D collaboratifs, comme récemment avec OpenStack. Nous intensifions les tests et les benchmarks de technologies inédites, comme les disques durs à l'hélium ou encore les derniers disques SSD. R&D non-stop aussi dans nos centres de données, avec les nouvelles BORI, avec une évolution importante du water cooling, plus puissant et désormais plus redondé, il répond aux exigences de la norme Tier 4. À propos de Tier 4, notre politique de mesure de la qualité a elle aussi franchi une nouvelle étape cette année. Après ISO 27001, nous avons obtenu les attestations SOC 1 et 2 pour Dedicated Cloud. Nous avons donné un nouvel élan à notre engagement auprès de nos communautés, auprès des grandes écoles, auprès des instituts de recherche technologique, dans la French Tech, dont OVH est le porte-drapeau pour la région Nord, et dans le plan cloud, copiloté par Octave Klaba, notre directeur général. Enfin, nous nous sommes donné une ligne directrice forte, la fidélisation client. Toutes ces actions convergent vers un but commun, mieux servir nos 700 000 clients à travers le monde, mettre à leur disposition des ressources numériques puissantes et fiables qui leur permettent d'aller plus vite sur leur marché, d'être plus performants dans leur métier. C'est pour aller à la rencontre de plusieurs milliers d'entre eux que nous avons lancé l'OVH World Tour, dans 18 villes et 8 pays, et les sessions de formation OVH Academy, qui sont maintenant proposées au Canada et bientôt dans le reste de l'Europe. Dans le même esprit, le groupe est passé de 4 à 6 marques spécialisées et complémentaires pour mieux accompagner chaque attente de nos clients. Voilà, toutes ces nouveautés, initiées cette année, marquent le début d'une nouvelle ère. Plus d'infrastructures et davantage d'équipes au service de nos clients. L'entreprise renforce et mobilise l'ensemble de ses ressources et de ses moyens autour d'un projet commun. Faire d'OVH un géant du cloud en Europe et en Amérique du Nord. Alors vous avez vu ce chiffre, plus 300 serveurs par jour. Pour certains d'entre vous, vous nous dites c'est peut-être pas assez, oui c'est vrai qu'on fait le maximum pour en avoir toujours plus. Ces 300 serveurs par jour, ça nous place 3e constructeur européen. La différence, c'est que nous, on ne les vend pas. On vous les loue. Et puis, ces 300 serveurs par jour, ce sont sur ces serveurs qu'on va bâtir toutes vos solutions aujourd'hui.
du web, du cloud, des serveurs dédiés, des infrastructures. C'est notre matière première. Et ça nous donne également une puissance de feu pour vous proposer toujours des nouveaux services. Alors, effectivement, ces 300 serveurs nous permettent aujourd'hui de nous situer à 180 000 serveurs. C'est le nouveau chiffre. 180 000 serveurs. C'est toujours difficile de pouvoir estimer c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Alors, par rapport à ces aspects-là, on a souhaité juste se comparer par rapport aux chiffres au niveau mondial, en regardant ne serait-ce que les 8 premiers. Et là, on comprend un peu mieux ce qui se passe. Ce qui est intéressant dans cette courbe, ce qui est très intéressant, la première, c'est qu'on n'est pas peu fiers d'être les seuls Européens et même les seuls Français, on pourrait même dire les seuls Roubaisiens, à figurer dans ce classement. Le deuxième point qui est important, et vous l'aurez noté, c'est que nous sommes les seuls acteurs dans ce classement dont l'unique business est la fourniture d'infrastructures. Tous les autres, qu'il s'agisse de partenaires, non pas de concurrents, comme j'ai pu lire ce matin parfois, de partenaires avec qui on travaille aujourd'hui au quotidien. Dans l'ensemble, on a des personnes qui viennent du software, d'autres qui viennent de la publicité, d'autres qui viennent du retail, sans besoin de les citer. Mais effectivement, sur la fourniture pure d'infrastructures, aujourd'hui, toutes ces infrastructures, elles ne servent qu'à une chose, à vous. Et comme on l'a déjà évoqué, aujourd'hui, avec nos 2 data centres, que ce soit à Gravelines ou à Montréal, les 2 plus gros data centres du monde, notre capacité est d'1 million. On a encore un peu de marge, mais on a besoin de vous. On peut encore réussir à progressivement prendre notre place. Et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir jouer ce rôle en Europe, ce rôle dans le monde, et surtout proposer une véritable alternative. Le choix, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Alors, des serveurs pour les serveurs, ça ne sert pas toujours à grand-chose. Ce qui compte, c'est les services, ce qu'on a pu mettre dessus. Et pendant toute l'année 2013, alors 2014 n'est pas encore terminé, bientôt, ça va tellement vite, mais pendant toute l'année 2013, il y a eu une course à l'innovation qui s'est passée. Et dans cette course à l'innovation, on est des curieux, donc on est aussi allé voir la course à l'innovation proposée par certains de nos concurrents. La personne derrière moi, qui est un CTO célèbre, d'une grande société de cloud de couleur orange, eh bien, présentait avec fierté l'année dernière le bilan des innovations 2013 réalisé par cette société. Et dans ce bilan, en mesurant les créations qui ont été faites dans leurs managers, dans leurs produits, dans les services, eh bien, ils sont arrivés à mesurer une liste de 243 innovations. Fonction d'API, nouveaux services, nouveaux types de VM. On s'est dit, waouh, quand même. Et nous, on s'est posé la question en rentrant, mais si on prend les mêmes métriques, si on le fait chez nous à OVH, ça donne quoi? En 2013, on a lancé 28 gammes de produits, dont certaines, comme le CDN, représentent un pan de marché à lui tout seul. On a lancé 2 API complètes, 300 fonctions managers, 120 nouveaux modèles de serveurs dédiés. On a aussi lancé près de 30 nouveaux OS et distributions sur nos environnements. On a lancé une quarantaine de nouvelles versions du BIC pour permettre d'avoir les différents terminaux intégrés. On a fait toute cette liste, on a utilisé les mêmes métriques. Et on est arrivé à ce chiffre. On n'était pas loin de 700. Et cette innovation-là, elle n'a pas été faite en Silicon Valley. Elle ne sort pas tout droit du MIT. Elle ne vient pas d'un obscur laboratoire en Inde. Non, toute cette innovation-là, elle est faite ici, avec vous qui nous aidez à la faire, ici, en France. Oui, on peut. Parce qu'on ne ferait pas le tiers de tout ça sans vous. C'est avec vos retours, vos feedbacks qu'on améliore les produits. Et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on arrive à être dans cette compétition. Prenons un exemple parmi d'autres, parce qu'on a tellement de choses sur lesquelles on aimerait revenir. L'exemple de l'anti-DDoS, cette protection. Certains d'entre vous le savent,
au mois de mars cette année, il y a eu l'une des plus grosses attaques de l'histoire. Pas loin de 600 gigabits d'attaques sur les providers dans le monde. Et que s'est-il passé pour vous, clients d'OVH? Globalement, ça c'est la partie de l'attaque qui nous a ennuyés. Et la partie du bas, c'est votre trafic habituel qui n'a absolument rien ressenti. Toute l'attaque a été totalement déviée, aspirée par notre technologie anti-DDoS et sans aucune rupture de service. C'est un vrai challenge réalisé avec nos partenaires et on en reparlera tout à l'heure. Un point qui était également dans cette vidéo et qui pour nous est important parce que ça fait un changement aussi. Vous savez que chez nous, le changement, on aime ça, mais on a aussi besoin de vous l'expliquer. On a changé les marques du groupe. Il y a eu de l'évolution cette année. D'abord, il y a nos marques premium, que vous connaissez bien. On a OVH.com et OVH Télécom. Et puis, vous voyez des marques autour de nous, mais des marques qui sont très importantes pour nous, et Octave les réexpliquera tout à l'heure. Ces marques, elles sont venues se greffer autour de notre écosystème de marques. So You Start, une marque qui a pour but d'accompagner des business spécifiques, en particulier des startups, en étant très réactive, en proposant un rapport qualité-prix extrêmement agressif, mais aussi en proposant des nouvelles utilisations, notamment le game. On a parlé ces derniers temps de serveurs de gaming. On les teste, on les améliore sur cette marque avec vous. Et puis, Team Suffit, qui effectivement, on le verra tout à l'heure, et surtout une marque que vous connaissiez pour les premiers serveurs, les serveurs de test, les serveurs d'utilisation basique, et puis finalement, qui retrouve aussi aujourd'hui une véritable accélération à l'international, dans les pays émergents notamment. Et puis, Ubique, notre solution qui continue de poursuivre sa croissance, on en parlera aussi tout à l'heure. Et le dernier point sur lequel je souhaitais revenir, parce que vous l'entendrez beaucoup aujourd'hui, c'est So You Start, notre marque de cloud public. Celle qu'on vous promettait l'an dernier, ici même, dont on vous parlait et dont on vous a dit, oui, c'est une marque qui va être plus pour les développeurs, les DevOps, pour les tests, pour la performance. Et oui, on a relevé ce fameux pari d'une VM par machine physique qui donne des VM avec des performances extrêmes. Alors, toutes ces marques, aujourd'hui, elles se combinent. Les produits ne sont pas figés. Ils vont pouvoir être complétés et petit à petit ramenés aussi sous la marque OVH.com pour les clients qui veulent continuer de fonctionner dans une logique de manager unique. Nos clients, parlons-en. Parlons de ces clients. Vous êtes près de 700 000 clients aujourd'hui dans le monde. Et ça, ce sont les derniers chiffres. Ce qui est important, c'est que dans cette masse de clients, 60% d'entre vous sont des professionnels, des revendeurs, des entreprises qui ont bâti leur activité, leur business model autour de VH, des web agencies, des sociétés de services, des éditeurs de logiciels et aussi un certain nombre de grandes entreprises. Qui êtes-vous? Eh bien, globalement, quand on regarde la répartition de nos clients, on voit que cette répartition, elle est basée sur l'univers des médias, des contenus, de l'e-commerce, et puis évidemment, de tout ce qui est SaaS et services en ligne. C'est le cœur de l'activité, mais ce n'est pas représentatif d'OVH, j'ai envie de dire que c'est représentatif du marché actuel. Et qui voit-on arriver ces derniers temps? Tous les autres métiers. On voit arriver le transport, la supply chain, la logistique, l'industrie, parce qu'eux aussi ont de nouvelles contraintes, que ce soit budgétaire, marché, compétitivité, et qui souhaitent voir comment on peut ensemble bâtir leur infrastructure externalisée. Parfois on nous dit, oui mais OVH, c'est quand même les petits clients, c'est pas très sérieux. Alors, on voulait juste vous indiquer que 14 des comptes du CAC 40 sont chez OVH, 35 des 100 premiers sites de e-commerce, 28 des 50 premières sociétés IT françaises, 155 des 1000 plus grandes sociétés européennes et 20 des 500 premiers groupes mondiaux sont clients OVH. Et il y en a dans la salle aujourd'hui, je le sais. Merci de votre confiance. Pourquoi on n'en parle pas? Pour la bonne et unique chose que vous avez peut-être compris que dans le numérique, nous aussi, nous sommes une banque en ligne.
Et la confidentialité des clients fait que certains ne souhaitent pas forcément le dire. Heureusement, certains d'entre eux, et c'est quelque chose qui compte pour nous, de plus en plus d'entre eux ont envie de le dire. Et ça, c'est un véritable changement aussi dans l'histoire d'OVH. C'est que les clients commencent à dire « Je suis sur OVH, powered by OVH », et fiers de l'annoncer. Et c'est quelque chose qui compte pour nous. Des entreprises qui démarrent toutes petites mais qui deviennent énormes, des entreprises qui sont déjà des grands comptes, des gens qui se disent finalement « c'est pas si mal ». On est ravis de les accueillir. On a des histoires de clients incroyables. Des histoires de clients qui commencent comme ça et puis qui deviennent, dans leur domaine, des véritables références. Ça commence très loin, on a souhaité les accompagner cette année. On a souhaité faire quelque chose de plus. Et ça commence très très tôt. Ça commence très tôt finalement. Un client, un prescripteur, quelqu'un qui parle de votre marque. Et c'est pour cette raison qu'on a souhaité lancer cette année notre programme école. On a décidé d'accompagner les plus grandes écoles de France, d'Haïti, d'Europe. Tout récemment, on a parlé aussi d'Afrique, notamment au Sénégal. Eh bien, on a décidé d'accompagner toutes ces écoles en fournissant les ressources IT, les serveurs, les machines virtuelles, pour que les étudiants puissent aussi utiliser des technologies qui fournissent une alternative par rapport aux noms qu'ils entendent chaque jour, notamment en matière de cloud et d'infrastructure. Aujourd'hui, on a près d'une douzaine d'écoles, on voit derrière moi les signatures pour l'ICEN, mais il y a une douzaine d'écoles en France et on sera près d'une trentaine de confirmés avant fin 2015 qui seront des partenaires, avec qui nous allons faire des laboratoires, avec qui on va travailler avec les juniors entreprises, avec qui on va faire pousser leurs projets. Tiens, parlons de faire pousser nos projets. On a lancé aussi un autre programme. Ce programme, c'est le programme incubateur. On a été très très fiers de pouvoir l'annoncer dans le Nord à Euratechnologies, mais il est déjà en train de s'étendre à tous les incubateurs en France. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il permet? Il a pour vocation de fournir pendant les 18 premiers mois de la création d'une entreprise toutes les ressources informatiques à concurrence de 5 000 € offerts à toutes les startups IT que l'on souhaite accompagner jusqu'à ce qu'elles démarrent et qu'elles continuent avec nous l'aventure. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Et on le fera dans tous les pays d'Europe et on le fera en Amérique du Nord également. Alors je vous parlais de ces histoires qu'on a envie de vivre. On les vit tous les jours avec des clients qui sont tous aussi surprenants les uns que les autres. Alors, 3 exemples. Un premier, prenons l'exemple, alors je ne le citerai pas, certains d'entre vous le reconnaîtront, du premier portail d'information en Chine. Certains d'entre vous le connaissent. Eh bien, pendant des années, on l'a vu grossir sur des infrastructures qui pourraient être ou paraître absolument improbables, mais non. Ce client a eu jusqu'à 300 qui me suffit. Oui, le Kimous héberge le plus gros portail d'information en Chine. Et il y a quelque temps, on a eu un énorme... grosse peur, une frayeur qui s'est produite au mois de juillet. On s'est dit, ah, ils ont disparu, on ne les voit plus. Et quelques heures plus tard, on les a retrouvés. En fait, ils venaient de faire une migration. C'est-à-dire qu'ils avaient eux-mêmes bien compris, je pense, alors je ne sais pas si on est bien traduit jusqu'en Chine, mais ils avaient bien compris le principe d'évolution des gammes chez OVH et ils avaient décidé de consolider au travers de Soyuz Start l'ensemble de leurs serveurs. J'espère que par la suite, on a pris contact avec eux, on pourra leur proposer d'aller vers ovh.com et peut-être aussi vers le cloud, la virtualisation, en tout cas les accompagner. Et une superbe leçon de ce slide, c'est que si quelqu'un doutait encore que nos réseaux allaient bien jusqu'en Asie, ça marche. Le slide suivant, c'est un partenaire dont on a beaucoup parlé l'année dernière, c'est PrestaShop, avec qui on continue d'avancer chaque jour. On a travaillé avec eux sur différents produits durant toute l'année. On a cherché au départ à les accompagner pour aller plus vite et à travailler ensemble. On a proposé leurs solutions optimisées, préinstallées sur nos propres machines et infrastructures, dans le web. D'abord sur les VPS, puis sur le Mutu, historiquement, et puis ils sont arrivés tout récemment avec le nouveau Mutu Performance, à performance garantie, à se dire
Ça, c'est une bonne plateforme commune, on continue de la travailler et développer ensemble. Et en parallèle, le message d'évolution que l'on souhaitait faire passer, c'est que oui, ils ont commencé à travailler leur évolution vers le SaaS. Et comme ils l'ont communiqué tout récemment dans la presse, ils ont commencé à travailler avec nous sur la mise en place d'une plateforme SaaS qui travaillera en parallèle des plateformes dédiées web pour tous les clients qui souhaitent travailler sous PrestaShop. Là aussi, on voit l'évolution, mais cette fois vis-à-vis des services. Et un dernier client dont on souhaitait parler, c'est Mailjet. Alors Mailjet est une société qui fait du marketing et qui est de plus en plus performante en matière de marketing et d'envoi d'emailing. Eh bien, eux aussi ont une croissance et une évolution dans les produits d'OVH qui est très caractéristique. C'est que depuis peu, ils sont en train de conquérir le marché nord-américain et ils ont suivi la démarche qu'on avait proposée l'an dernier, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par travailler avec nos serveurs depuis l'Europe et quand les serveurs ont été disponibles à Beauharnois au Canada, ont commencé à bâtir toute leur infrastructure là-bas également. Et en parallèle, on jouait le jeu depuis maintenant quelques mois sur la partie marketplace avec OVH qui commence à leur apporter un certain nombre de leads, de clients, de gros clients pour compléter encore leur mode de commercialisation. À travers de cela, et notre but c'est de se dire on est au plus près des clients pour être là où leur marché se trouve. Que ce soit un marketplace, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, ce qui compte c'est d'avoir ces offres complémentaires pour pouvoir y répondre. Des histoires comme celle-là, on en a tous les jours. Pendant toutes ces dates où on vous a rencontrés, on a récupéré énormément d'informations et une liste de courses comme ça, de tout ce que vous souhaitez nous voir développer. Pour continuer dans cette présentation, je vais vous demander d'accueillir Sophie Lavergne qui va nous présenter des clients issus de la région parisienne.